Bonjour à tous et aujourd'hui le docteur Isfa Kleber Junior va nous faire une présentation sur la deuxième partie de l'acidocétose diabétique. Vous pouvez commencer, docteur. Et merci. Um, donc aujourd'hui, nous allons continuer notre présentation et ce ne sera pas une longue présentation, on va tout simplement parler du traitement de l'acidocétose diabétique qui est vraiment essentiel, qui est quelque chose que tout médecin doit vraiment comprendre, doit vraiment savoir parce que c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose de mortel, donc ça peut sauver des vies. Donc, pour le traitement, j'aime voir le traitement euh, sur, j'aime diviser le traitement en plusieurs phases, plusieurs choses que nous devons considérer. La première chose sera d'adresser la déshydratation de ces patients. Nous l'avons dit la dernière fois, ce sont des patients qui sont très déshydratés. Donc, nous devons penser à remplacer et tout le liquide que ces patients-là, ils ont perdu. Deuxièmement, c'est l'acidocétose diabétique. Nous l'avons dit encore aussi la dernière fois. Ce sont des patients qui ont une glycémie qui est le plus souvent très élevée. Nous devons adresser cela. Et l'acidosis aussi, nous devons l'adresser. Et on va voir comment on fait ça. Ces deux-là, l'acidosis et le taux élevé de glucose, ces deux-là, on peut les adresser avec l'administration d'insuline. On va en parler. Nous avons aussi des problèmes avec les électrolytes, et particulièrement le potassium. Souvenez-vous, la dernière fois, on a dit que le potassium, on le retrouve principalement à l'intérieur des cellules. Et lorsqu'on n'a pas assez d'insuline, on va avoir shift, on va avoir transfert de potassium de l'intérieur des cellules à l'extérieur des cellules. Et puis, l'organisme va perdre beaucoup de potassium dans les urines. Donc, des fois, lorsque ces patients-là, ils viennent, on fait un bilan rénal et on voit que le taux de potassium est normal. Ça ne veut pas dire que le taux de potassium total dans l'organisme de ces patients-là est normal. Donc, nous devons adresser ces problèmes avec les électrolytes. Nous avons aussi magnésium, phosphate, tout ça, on doit s'assurer que le taux de ces électrolytes-là, c'est normal. Le plus souvent, ces patients-là, il y a une cause, il y a une raison pour laquelle ils sont en acidocétose diabétique. On doit chercher, on doit trouver cette cause et adresser cette cause aussi. Et des, euh, des fois, l'acidocétose diabétique peut avoir des complications. Il faut s'assurer qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a, il faut les traiter. Donc, c'est de tout ça qu'on va euh, c'est tout ça qu'on va adresser aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler. OK. Et nous allons commencer avec nous allons commencer par adresser la déshydratation de ces patients. Comment on fait ça? Eh bien, donner IV fluide. Souvenez-vous que le déficit peut être jusqu'à 5 litres. 5 litres, c'est beaucoup. Donc, on doit remplacer le fluide, je ne me rappelle pas comment on dit ça couramment en français, mais IV fluid. Sérum. Sérum. Merci. OK. Donc, 1 à 2 litres au cours des deux premières heures. D'habitude, c'est ce qu'on fait. Mais on ne le fait pas pour tous les patients. Pourquoi? Si vous avez un patient qui a un problème d'insuffisance cardiaque,
donner beaucoup de fluide, donner beaucoup de normal saline, ça peut pousser le patient en un œdème pulmonaire. Donc, il faut être vraiment prudent avec les patients qui ne peuvent pas recevoir beaucoup de fluide au début. Donc, s'il n'y a pas de problème sur ce point, n'hésitez pas à donner au cours des 2 premières heures 1 à 2 litres de normal saline. Si vous avez des patients avec des problèmes d'insuffisance cardiaque, c'est là qu'on va aller avec un taux beaucoup moins, et ça peut être 250 cc par heure au cours des 4 premières heures. Dépendamment de la situation, on peut aller jusqu'à 500. Et très souvent, ces patients-là, ils ont aussi un taux diminué de sodium. Vous devez vous rappeler que lorsqu'on a beaucoup de sucre dans l'organisme, votre bilan rénal peut montrer un taux diminué de sodium. Très souvent, ce n'est pas parce que le sodium est bas, c'est parce qu'il y a trop de sucre, trop de glucose dans l'organisme. Donc, il faut calculer le vrai taux de sodium. Il y a des formules, je ne sais pas si vous utilisez Medcard, ça peut vous aider. Il y a d'autres façons aussi de calculer le vrai taux de sodium. Pour chaque 100 mg de glucose au-dessus de la valeur normale, ajoutez 1,6 à 2,4 à votre taux de sodium pour trouver le vrai taux de sodium. Ça peut paraître un petit peu compliqué au début, mais c'est très facile. Si vous avez un taux de sodium à 130 et puis votre taux de glucose est à, je dirais, 300, on va dire que 300, c'est environ 200 au-dessus de la normale. Donc, pour chaque 100, on va ajouter 1,6 à 2,4 à notre taux de sodium. Donc, puisque c'est 200, donc, ça va être 3,2 à 4,8. Donc, le vrai taux de sodium de ce patient, ce sera 133,2 à 134,8. Donc, souvenez-vous de cela. Mais si vous avez des patients qui ont vraiment un taux diminué de sodium, ce que vous devez considérer, ce n'est pas normal saline, c'est half normal saline. OK. Puisqu'on va donner beaucoup de fluide, de liquide à ces patients-là, on doit s'assurer que le taux de glucose, ça va continuer à descendre. Et puisque ces patients-là, on va leur donner aussi de l'insuline, lorsque le taux de glucose atteint 250 mg par décilitre, eh bien, c'est impératif, c'est très important de changer votre soluté. Avant, on a commencé avec normal saline. Eh bien, on doit changer maintenant pour donner dextrose avec 0,45 de saline. OK? Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous. C'est vraiment important de se rappeler de cela parce que si on ne le fait pas et ces patients-là continuent de recevoir de l'insuline, rapidement, on va avoir ces patients-là aller passer de hyperglycémie à hypoglycémie. Et ce n'est pas bon ça. Et notre but, ce sera de maintenir le taux de glucose entre 150 et 250. Donc, donner du fluide, on commence avec normal saline, et puis on surveille le taux de glucose, et puis on fait le changement quand c'est nécessaire.
Après l'administration, après la correction de la déshydratation, le point le plus important, ce dont on a vraiment besoin, c'est l'insuline. Mais on ne commence pas toujours avec l'insuline, et je vais en parler juste après, et lorsqu'on parlera de potassium. Mais même si l'insuline, ils ont dit ici, c'est le cornerstone, c'est le point le plus important de ce traitement, on ne commence pas toujours avec l'insuline. Mais pourquoi on donne de l'insuline? Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de la physiopathologie, on a vu que les patients-là, ils sont en acidocétose diabétique parce que justement, ils n'ont pas d'insuline. C'est ça la raison. Donc, si on ne leur donne pas de l'insuline, on ne va pas corriger la formation de corps cétonique qui arrive lorsqu'une personne n'a pas d'insuline. Et puis, puisqu'il n'y a pas d'insuline, le foie va continuer avec la gluconéogénèse et puis ça va encore aggraver le taux élevé de glucose. Donc, insuline, c'est capital. Comment on donne de l'insuline? Ça va dépendre d'où vous êtes, des ressources dont vous disposez. Ainsi, ici, ce qu'on fait, on prend le poids de la personne et on multiplie par 0,1 à 0,2. Et puis, le résultat, c'est ce qu'on va donner en termes d'insuline. Et on va donner ça IV. Et quelle insuline? C'est rapide onset. C'est l'insuline à action rapide. C'est avec ça qu'on commence. Et souvenez-vous que l'insuline va agir très rapidement sur le glucose et diminuer le taux de glucose. Vous devez monitorer ces patients, contrôler le taux de glucose de façon répétée et vous allez voir que le taux de glucose va baisser rapidement parce que c'est l'insuline rapide. L'insuline rapide, ça agit, comme le nom l'indique, ça agit rapidement. Donc, assurez-vous de monitorer ces patients, monitorer leur taux de sucre et prendre les décisions appropriées. Le taux de glucose élevé va être résolu avant l'acidosis. Il prend beaucoup plus de temps de résoudre l'acidosis que le taux de glucose élevé. Et on l'a dit tout à l'heure, lorsque le taux de glucose dans le sang atteint 250, nous devons impérativement ajouter des dextrose pour s'assurer que ces patients-là, ils ne vont pas en hypoglycémie. Ça, vous pouvez garder, vous pouvez avoir ça sur votre téléphone du point de vue infusion infusion d'insuline. C'est le taux. Ici, on a le taux d'insuline à administrer et ça va dépendre du taux de glucose de ces patients. C'est pourquoi il est important de savoir où exactement est le taux de glucose de votre patient. Donc, on peut voir ici, et si ils ont un taux de glucose au-dessus de 500, après le bolus IV que vous donnez, ces patients-là vont avoir une infusion. Il y a une pompe et ces patients-là reçoivent l'insuline continuellement. Eh bien, voilà ce qu'on utilise pour savoir à quelle dose d'insuline on doit administrer. Ça dépend évidemment du taux de glucose. Et quand est-ce qu'on ajoute dextrose? On ajoute dextrose lorsque ça atteint, et comme vous pouvez le voir ici, 250. OK? Now,
Insuline thérapie. Nous devons, quand est-ce qu'on doit arrêter d'infuser de l'insuline? Eh bien, notre goal sera d'avoir un pH supérieur à 7,3, un taux de bicarbonate supérieur à 15, et puis nous avons notre anion gap, ça doit être normal. Ces trois caractéristiques, c'est notre but, c'est ce qu'on préfère avoir pour dire que, OK, maintenant, on est prêt à arrêter l'infusion d'insuline. Maintenant, l'insuline, on l'a dit, ça aide aussi bien avec le taux de glucose élevé et aussi avec l'acidocétose. Comment ça aide avec l'acidocétose? L'insuline thérapie va arrêter l'utilisation des acides gras pour la production d'énergie parce que cette utilisation d'acides gras, c'est la raison pour laquelle on a la formation de ketone body, de corps cétonique. Et quand on a plus de production de corps cétonique, qu'est-ce qui va arriver? Notre pH va se normaliser. L'administration de liquide aussi aide avec l'acidosis. Des fois, on peut être tenté de donner du bicarbonate. Ce que je vous dirais, donc, quand est-ce qu'on donne, le plus souvent, quand est-ce qu'on administre du bicarbonate? Et souvenez-vous qu'il y a deux types d'acidosis métabolique et puis respiratory. À l'intérieur de métabolique acidosis, nous avons anion gap et non-anion gap. Lorsque vous avez anion gap, elevated anion gap en métabolique acidosis, souvenez-vous que c'est parce que vous avez beaucoup de corps acidiques dans le sang. Donc, au lieu de donner du bicarbonate, pensez surtout, votre premier rôle sera de penser à trouver qu'est-ce qui est dans le sang qui rend cette personne acide, qui pousse cette personne en métabolique acidosis. Parce que le traitement sera de corriger ce problème. Si c'est parce qu'il y a beaucoup de lactique acide, trouvez la raison pour laquelle cette personne-là a beaucoup de lactique acide et puis corrige ça. Si c'est parce qu'il y a beaucoup de corps cétonique, vous allez corriger ça. Il y a beaucoup d'autres exemples, vous corrigez, vous allez adresser la cause et puis ça doit marcher. Maintenant, si le pH est très bas, oui, vous pouvez donner. Par exemple, pour l'acidocétose diabétique, notre point de référence, c'est 6,9. Et si vous avez un pH à 6,9, oui, vous pouvez donner du bicarbonate. Mais c'est l'insuline que vous donnez, tout le liquide intravasculaire que vous remplacez, c'est ce qui va adresser votre acidosis. Ne pensez pas à administrer du bicarbonate à des patients pour lesquels le pH n'est pas à 6,9 ou moins. Et quelque chose d'important aussi dont nous voulions parler aujourd'hui, c'est parce que des fois, on a un autre examen des urines et on voit que les corps cétoniques, c'est encore beaucoup plus élevé qu'avant. La première chose que je dirais, il n'y a aucune raison il n'y a pas vraiment de raison d'aller demander pour un autre examen des urines. Ça ne va pas vraiment vous aider et avec les décisions que vous devez prendre. Maintenant, si vous l'avez, que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de corps cétoniques dans les urines, c'est normal. Lorsque vous traitez ces patients-là, l'organisme
avec tout le liquide que vous donnez, l'organisme va essayer de se débarrasser de ces procétoniques-là et ces procétoniques-là vont être débarrassés dans l'insuline. Donc, c'est normal. Ne vous occupez pas de cela. Si vous le constatez, c'est bien. Ne prenez aucune décision par rapport à ça. Et il y a d'autres paramètres pour voir si vous traitez votre patient effectivement. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, administration d'insuline, ça va dépendre des ressources dont nous disposons. Et ici, c'est comme ça qu'on le fait. Mais si vous êtes dans un milieu où vous n'avez pas de pompe à insuline, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, c'est très, très, très simple. Vous allez donner de l'insuline intramusculaire. On ne donne pas d'insuline et on ne vous conseille pas de donner de l'insuline intravasculaire. C'est beaucoup mieux de donner de l'insuline intramusculaire. Et comment vous faites ça? Vous multipliez le poids de la personne par 0,1 et puis le résultat, c'est ce que vous allez donner intramusculaire, mais vous allez faire ça chaque heure. Et puis, vous donnez, après 1 heure, vous monitorez votre taux de glucose, vous avez un bilan rénal, et puis ça vous permet de voir comment ça avance. Est-ce que vous êtes en train de faire un bon travail? Est-ce que vous réhydratez votre patient comme il le faut? Est-ce que votre insuline fait son boulot? Quand vous voyez que votre taux de glucose est à moins que 250, vous allez maintenant donner de l'insuline sous-cutanée. Avant, c'était intramusculaire. Maintenant, vous allez donner sous-cutanée et vous allez donner 0,25 unités multiplier ça par le poids de la personne et vous allez donner ça chaque 4 heures de temps. Donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire si vous n'avez pas beaucoup de ressources à votre disposition. Quand votre patient maintenant sort de l'acidocétose diabétique, quand l'anion gap est fermé, quand le taux de glucose est exactement où vous voulez qu'il soit, votre patient vous pouvez continuer votre patient avec le taux de la dose de glucose, d'insuline que avant il prenait. Electrolyte imbalance. Nous l'avons dit et nous allons le répéter. Et le potassium, c'est tellement, tellement, tellement important chez ces patients-là. Pas plus tard que, je pense, 3 à 4 jours de cela, j'ai eu un patient avec acidocétose diabétique. Le taux de potassium, au début, c'était à 5,7. Donc, il n'y avait pas de raison de donner du potassium au début. Mais encore une fois, même si le taux de potassium que vous contrôlez que vous avez dans votre bilan rénal, même si c'est normal, même si c'est élevé, ces patients-là sont toujours en potassium déplété. Ils ont toujours un taux beaucoup moins de potassium dans leur corps et qu'ils ont besoin. Donc, nous devons adresser cela. Donc, si votre patient a un taux de potassium qui est bas, ne commencez pas avec de l'insuline. Pourquoi? L'insuline va diminuer encore plus le taux de potassium. Souvenez-vous que l'insuline, ça va entraîner shift de potassium. Ça va ordonner au potassium de laisser l'extérieur des cellules et d'entrer dans les cellules. Donc, si votre taux de potassium était déjà bas et que vous donnez de l'insuline, eh bien, ça va être encore plus bas. C'est pourquoi, si le taux de potassium est très bas, toujours donner du potassium avec le liquide que vous donnez avant de donner de l'insuline. Et si votre taux de potassium est élevé, ne donnez pas de potassium parce que ça peut entraîner des complications
cardiaque et ça peut être très, très dangereux pour vos patients. Mais dans les autres cas, oui, vous pouvez mettre du potassium dans le liquide que vous administrez à ces patients-là et puis assurez-vous que ces patients-là, ils n'ont pas de problème rénal parce que lorsqu'ils ont une insuffisance rénale, ils sont déjà à risque pour un taux élevé de potassium dans leur corps. L'acidose entraîne un taux élevé de potassium. Donc, si c'est très sévère, les complications peuvent être cardiaques. Toujours avoir un électrocardiogramme chez les patients pour qui vous avez un taux élevé de potassium. Parce que c'est comme ça que vous allez voir si vous devez faire quelque chose pour le taux élevé de potassium. Si vous avez des changements dans votre électrocardiogramme, eh bien, vous devez adresser le taux de potassium de ces patients. Tout patient avec un CKD qui est chronic renal disease, insuffisance rénale chronique, tout patient qui prennent régulièrement des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ces patients-là sont encore plus à risque d'avoir un taux trop élevé de potassium. Donc, ayez ça en tête parce que ça va être quelque chose de très important du point de vue des décisions que vous devez prendre. Est-ce que je dois donner du potassium? Est-ce que je ne dois pas? Quelle quantité je dois donner? Tout ça. Ça va dépendre. Assurez-vous d'avoir une bonne histoire de ces patients-là pour savoir de quelles conditions ils souffrent, quels médicaments ils reçoivent, tout ça. Mais encore une fois, remplacement de potassium, c'est vraiment capital en matière d'acidocétose diabétique. Si le taux de potassium est 6 ou plus, oui, et nous ne donnons pas de potassium, nous donnons de l'insuline, du liquide intravasculaire, et puis nous contrôlons notre bilan rénal pour voir quand est-ce que ça va, le taux de potassium sera bas, et c'est à ce moment-là qu'on va donner du potassium. OK, monitoring. Comment on continue le traitement de ces patients-là. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas seulement que donner du liquide, des électrolytes et puis de l'insuline. On doit aussi régulièrement contrôler le taux de glucose. Chaque heure, nous devons voir où est-ce qu'on est. Bilan rénal de 3 heures, des fois 4 heures, chaque 4 heures, chaque 2 heures, 3 heures, 4 heures, on fait ça. Calcium, magnésium et phosphate, on doit les mesurer au début et puis à un certain moment. Ce n'est pas nécessaire de les faire chaque heure, mais au moins 2 fois. Au début et puis à un certain moment pour savoir si on doit les adresser. Et puis, le plus souvent, très souvent, ces patients-là, ils viennent avec confusion, des problèmes neurologiques, tout ça. Il faut s'assurer que tout cela revient à la normale. Pourquoi? C'est parce qu'il y a certains de ces patients qui peuvent avoir l'œdème cérébral et l'œdème cérébral va se manifester avec ses signes et symptômes aussi. Donc,
faut s'assurer que si ces symptômes c'était dû à l'acidocétose diabétique, lorsqu'on correcte l'acidocétose diabétique, ces symptômes-là doivent être corrigés, doivent disparaître. Mais si ces patients-là, ils continuent à avoir ces neurologiques symptômes, c'est quelque chose de très important que nous devons adresser. Et quelques mots sur les complications. Du point de vue infection, beaucoup de patients qui viennent en acidocétose diabétique, c'est parce qu'ils ont une infection et c'est l'infection qui cause tout cela. Le plus souvent, c'est une infection urinaire, une pneumonie, mais et sepsis et beaucoup d'autres situations peuvent entraîner une acidocétose diabétique chez quelqu'un qui est déjà diabétique, qui est déjà connu pour être diabétique. Ces patients-là peuvent avoir de la fièvre, ils peuvent avoir un taux élevé de globules blancs sans pour autant que ce soit une infection. Et ça en tête. Si vous faites tous vos examens et qu'il n'y a pas d'infection et que vous avez un taux élevé de globules blancs, c'est possible. Ça peut être simplement dû à l'acidosis. Deuxième point à mentionner, choc. Souvenez-vous, ces patients-là, ils perdent beaucoup de liquide, ils peuvent venir en choc et hypovolémique choc. Lorsqu'on leur donne du liquide, ça doit s'arranger. Si ces patients-là continuent à être en choc, peut-être que ce n'est pas seulement un problème de liquide, un problème de volume, ça peut aussi être à cause d'un infarctus du myocarde. Donc, toujours s'assurer, et c'est encore plus important chez les patients avec beaucoup de risques facteurs, diabète et hypercholestérolémie, hypertension, tout ça. Si vous avez des risques facteurs, n'hésitez pas à avoir un taux de troponine, n'hésitez pas à avoir un électrocardiogramme pour s'assurer que ces personnes-là, ils n'ont pas un infarctus du myocarde parce que c'est rencontré assez souvent. Vascular thrombosis, oui, il y a aussi un risque de thrombosis, c'est surtout arrivé parce que ce sont des personnes qui, comme on l'a dit, qui sont très déshydratées et ça peut aussi arriver des jours ou bien des heures après l'épisode d'acidocétose diabétique. Pulmonary edema. Nous donnons beaucoup de liquide à ces patients. Des fois, on donne beaucoup trop de liquide or on donne de liquide beaucoup trop rapidement à des patients qui ont déjà des problèmes cardiaques. Et c'est pourquoi au début de cette présentation, on a parlé des risques facteurs. Si vous avez des patients avec des problèmes de l'insuffisance cardiaque, des problèmes cardiaques, assurez-vous de donner du liquide, mais à un taux beaucoup moins que vous le ferez pour quelqu'un qui n'a pas de problème cardiaque. Et autre complication à mentionner, c'est cérébral edema, l'œdème cérébral. Ça peut arriver au cours des 24 premières heures. Et le plus souvent, ça se manifeste avec altération de l'état mental de ces patients-là et confusion, tout ça. Et ça, ils peuvent même aller en coma. Le traitement, c'est mannitol. Et puis, comme on le sait, et hyperventilation, ça va aider avec l'œdème édéma. Donc, ce sont des patients qu'on peut intuber. Et puis, les mettre en hyperventilation, tout ça va aider avec l'œdème cérébral. Donc, ces complications-là, pensez à ces complications-là, infection, traitez votre infection et puis tout
doit s'arranger. L'acidocétose diabétique se traite en ICU, unité de soins intensifs. Même si ça va être résolu en moins de 24 heures, c'est toujours, tous les patients avec acidocétose diabétique, on les envoie en unité de soins intensifs. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui s'adresse à l'hôpital. Si vous êtes à votre clinique et vous voyez un patient, vous faites le diagnostic d'acidocétose diabétique, c'est un patient qui non seulement doit aller à l'hôpital, mais c'est un patient qui doit aller en unité de soins intensifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Après que l'acidocétose diabétique est traitée? Eh bien, il faut s'assurer du suivi en clinique. C'est tellement important parce que le plus souvent, vous allez voir que ce sont les mêmes patients qui reviennent. Donc, des fois, si ces patients-là sont très, très, très bien éduqués, si ces patients-là comprennent ce qui peuvent les mettre en acidocétose diabétique, ça peut aider. Et quelque chose que je rencontre très souvent, ces patients-là, lorsqu'on leur demande pourquoi ils n'ont pas pris leur insuline, leur dose d'insuline, tout ça, ils vous disent que bon, j'ai eu des vomissements, j'ai eu des problèmes qui m'empêchaient de manger parce que je ne pouvais pas manger. J'ai décidé de ne pas prendre mes doses d'insuline. Et puis, on l'a dit, si vous ne prenez pas de l'insuline, une seule chose dont on est sûr qui va arriver, c'est que vous allez à un certain moment être en acidocétose diabétique. Insuline en type 1, type 1, vous allez être en acidocétose diabétique si vous ne prenez pas votre dose d'insuline. Donc, l'éducation, c'est vraiment, 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 vraiment important. Compliance. Prenez votre médicament. Si vous avez un problème, vous ne pouvez pas manger, au moins appelez votre médecin. On va trouver une solution, mais l'idée de ne pas prendre votre insuline, ça ne doit pas être quelque chose que ces patients-là doivent faire. Et ils doivent être éduqués. Donc, c'est comme ça qu'on va éviter ces patients-là d'aller en acidose diabétique à répétition. Si c'est un patient qui ne savait même pas qu'il était diabétique, ça veut dire qu'on a quelque chose de nouveau. Et ces patients-là, on doit les envoyer, envoyer à la maison avec de l'insuline. Et type 1, insuline, c'est le traitement. Et puis, ce sont des patients-là des patients qui doivent être éduqués sur cette maladie parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses. C'est tout un mode de vie qu'ils doivent apprendre, qu'ils doivent changer. Et c'est très important, l'éducation, comme je l'ai dit. Et si c'est un patient qui se savait déjà diabétique, des fois, on doit s'arranger que le taux d'insuline que cette personne-là recevait, c'est adéquat et tout ça. Après résolution de l'acidocétose diabétique, ces patients-là, comment on va calculer le taux de glucose qu'ils ont besoin? Et c'est quelque chose de très facile que vous pouvez faire. Multiplier le poids de ces patients par 0,5 et ça vous donne la quantité totale d'insuline que cette personne doit recevoir. Maintenant, comme nous le savons, il y a long acting et puis il y a short acting. Maintenant, disons qu'on fait
notre petit calcul et puis on voit que c'est un patient qui a besoin de 70 unités d'insuline par jour. Comment on va donner ça? Eh bien, on s'arrange à ce que la moitié ou même en 75% de cette quantité-là soit long-acting. Donc, on peut dire qu'on peut demander à cette patient, on peut donner à ce patient 35 unités de long-acting, un exemple, Lentus, et puis le reste sera short-acting insuline. Ça peut être insuline regular insuline, Humalog or Novolog, any of them, en 35 unités. Et le plus souvent, on s'arrange de donner ça avec repas. Donc, ça peut être, disons, 12. On va dire 12, juste pour aider. So, 12 unités avec chaque repas. Ça, c'est un exemple sur comment on peut doser l'insuline à la maison pour ces patients. Et comme on l'a dit, 50%, 50 à 75%. Donc, si on décide d'aller à 75%, évidemment, la quantité d'insuline que ces patients-là vont recevoir avec leur repas sera moins. Mais c'est une façon très, très, très simple de calculer la quantité d'insuline qu'on va donner à ces patients lorsqu'on va décider de les envoyer à la maison. Maintenant, souvenez-vous qu'on a dit que ces patients-là ils reçoivent insuline, infusion. Quand est-ce qu'on arrête l'infusion? On arrête l'infusion lorsque ces patients-là peuvent tolérer l'alimentation. Donc, ils peuvent commencer à manger. Notre taux de glucose est à moins que 250. Nous n'avons plus d'acidosis. Nous n'avons plus d'anion gap. Le taux de bicarbonate est normal. Eh bien, OK, nous disons que, OK, nous pouvons donner maintenant de l'insuline sous-cutanée. Et puis, 2 heures de temps après, et puis, nous pouvons arrêter l'infusion d'insuline. Et 2 semaines de cela, on a présenté ce cas avec ce patient qui est venu avec tous ces problèmes-là, nausées, vomissements, shortness of breath, tout ça. Et ce patient-là avait toutes ces trouvailles cliniques et nous vous avons montré la radiographie. Cette radiographie-là et les examens de laboratoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai mis ça pour vous, juste pour vous rappeler de tout ce dont ce patient-là a fait. Donc, le diagnostic. Quel diagnostic pour ce patient? Évidemment, avec tous ces éléments qu'on a vus ici, pH à 7,12, acidosis, un taux de bicarb à 13, anion gap à 29 et puis un taux de glucose à 564. Donc, nous avons tout ce dont on a besoin des corps cétoniques dans les veines. Nous avons tout ce dont on a besoin pour le diagnostic de DKA. So, évidemment, c'est un patient qui a DKA avec hyperglycémie, kétone et acidosis. Aussi, si vous voyez le taux de c'est pas là. Potassium à 3 points. Donc, oui, nous avons aussi hypocalémie. Nous avons quelqu'un qui est très déshydraté. Et on l'a dit, c'est un patient qui était confus. Donc, nous avons encéphalopathie as one of the diagnosis. Et puis, qu'est-ce qui a entraîné tout ça? C'est community acquired pneumonia, c'est pneumonie. C'est
un patient qui est en respiratory failure, et puis avec les trouvailles de l'examen physique, c'est un patient aussi qui a une exacerbation de COPD exacerbation. Comment on traite ces patients-là? On les admet en ICU pour la pneumonie et l'exacerbation de COPD. On donne des bronchodilatateurs, IV fluid, insulin and electrolyte replacement for DKA. Et puis, on a une infection, on traite avec des antibiotiques. Et on l'a dit tout à l'heure, transition après, on va passer à l'Entus. Et puis, l'Entus est novolog, long-acting, short-acting. Et puis, ce sont des patients qui peuvent être envoyés à la maison, le plus souvent après 4-5 jours, après les avoir mis tout sous contrôle. Donc, c'est dans key element, last slide, treat and identify underlying causes. On a parlé de cela. Tout ce qu'on peut faire pour corriger les facteurs qui ont entraîné cela, les infections, adresser des patients qui ne prennent pas leurs médicaments. Des fois, c'est un problème de coût. Aider ces patients-là, éduquer. Et éducation, c'est vraiment important. Et puis, mental status and substance use disorder, tout ça doit être adressé. En gros, c'est ça le traitement de l'acidocétose diabétique, très important, comme je l'avais dit. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Aïcha? Et je suis là. Mais Oh. si vous avez des questions, vous pouvez retirer votre micro, vous retirez sur muet et poser la question. Et je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, mon nom c'est Emerson Pierre, je suis infirmier. Donc, bon, et j'étais un petit peu en retard, donc je n'ai pas eu les premiers, et je n'ai pas pu voir les premiers slides. Donc, je vais demander quelque chose peut-être qu'on avait déjà dit. Donc, avant tout, donc, je dois vous féliciter, et Dr. Kleber, pour la présentation. Donc, c'était vraiment excellent. Donc, j'ai pu acquérir plein de connaissances à partir de ce que vous avez présenté. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que je peux avoir une idée de la physiothérapie, de la physiopathologie de l'acidocétose diabétique? Je ne sais pas si vous en avez pas déjà parlé. Donc, Oui, définitivement, on en a parlé au début. On peut rapidement avoir les slides. Yes, I think, yeah. On en a parlé. Oui, donc tout ça commence avec un déficit en insuline. Lorsque notre corps, lorsque nous n'avons pas d'insuline dans notre corps a besoin, nos cellules, elles ont besoin d'énergie. Donc, notre organisme, même si nous avons beaucoup de sucre dans l'organisme, nous avons besoin d'insuline pour utiliser le sucre dans notre organisme. Donc, si nous n'avons pas d'insuline, nous ne pouvons pas utiliser le sucre. Donc, lorsqu'on n'a pas d'insuline, qu'est-ce que notre organisme va faire? Notre organisme va tout simplement utiliser des acides gras. Ça, c'est une partie du problème. Lorsque notre organisme utilise des acides gras, et des corps cétoniques vont être produits. Donc, beaucoup de glucose dans l'organisme, nous ne pouvons pas les utiliser. Ça va, notre organisme va essayer de se débarrasser de ce taux du glucose, de l'excès de glucose. Et ça va se faire dans les urines. Maintenant, le glucose ne va pas partir tout seul. Le glucose va partir avec du liquide. Donc, ce sont des patients qui vont
qui vont perdre beaucoup de liquide parce que l'organisme essaie de se débarrasser de l'excès de glucose. Donc, lorsque nous disons que ces patients-là sont très déshydratés, voilà la raison pour laquelle ces patients-là sont déshydratés. Donc, nous avons déjà deux problèmes. Beaucoup de glucose et puis nous perdons beaucoup de liquide. Maintenant, on l'a dit, les acides gras vont être utilisés et ça va entraîner la création de corps cétoniques. Le problème, c'est que les corps cétoniques, ce sont des corps acidiques. Donc, ça va entraîner l'acidosis. Donc, acidose, beaucoup de corps cétoniques, déshydratation parce que nous perdons beaucoup de liquide. Et puis, tout ça, c'est parce que le taux de glucose est beaucoup trop élevé et nous n'avons pas d'insuline. Aussi, notre organisme ne peut pas faire la différence entre quand on n'a pas de glucose et quand on ne peut pas utiliser le glucose. Même si nous avons beaucoup de glucose, puisque nous ne pouvons pas l'utiliser, notre organisme va dire, puisqu'on ne peut pas utiliser, puisqu'on a besoin d'énergie, nous avons besoin de glucose. Donc, néoglucogénèse, la production de nouvelles molécules de glucose par le foie et dans les muscles, tout ça va être augmenté aussi. Donc, même si nous avons déjà un taux élevé de glucose, avec ces mécanismes, le taux de glucose va devenir encore plus grand. Donc, c'est en gros ce que vous devez retenir de la physiopathologie. Et tout ça est important parce que ça va guider votre traitement. C'est ces choses-là dont nous venons de parler, la néoglucogénèse, la déshydratation, la formation, la création de corps cétoniques et puis aussi le shift de potassium. Lorsqu'on n'a pas d'insuline, le potassium va laisser le milieu intracellulaire pour passer dans le milieu extracellulaire et puis avec la déshydratation, ça va laisser l'organisme. Donc, tout ça, c'est la physiopathologie à la base des problèmes qu'on rencontre dans l'acidocétose diabétique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, et je vous remercie grandement. Merci. Donc, je suis satisfait de votre réponse. Donc, merci. Je voulais dire quelque chose aussi. Parce que c'est avec la déshydratation. Donc, avec la déshydratation, on va perdre beaucoup de ions. Donc, est-ce que c'est seulement je crois qu'on va perdre beaucoup de ions, mais est-ce que c'est seulement le potassium comment je puis dire, est-ce que c'est le potassium qui est vraiment qui est plus important parmi les ions qu'on va perdre? Je peux dire c'est l'un des plus importants. En ces patients-là, le taux de sodium peut être très bas aussi, le taux de calcium, le taux de magnésium peut être très bas aussi, tout ça. Mais le potassium, l'insuline a une action directe sur le potassium, ce qu'on appelle le shift de potassium. Et souvenez-vous, si vous avez un patient qui vient à l'hôpital avec un taux très élevé de potassium, pour quelque raison que ce soit, je ne parle pas d'acidocétose diabétique. Vous avez un patient qui vient à l'hôpital et puis vous avez un bilan rénal et vous voyez le taux de potassium à 6,5. C'est très, très, très grave. C'est un patient qui peut aller en arrêt cardiaque à n'importe quel moment. Eh bien, l'un des traitements, c'est d'administrer de l'insuline à ces patients-là, même si le taux de glucose